La honte et moi, c'est une longue histoire. Aussi longtemps que je me souvienne, c'est l'élément central de ma vie. C'est elle qui dicte mes choix, mes décisions, mes actes et mes réactions. La honte de ne pas être un fils à la hauteur des attentes de mes parents. La honte de ne pas être un modèle pour mon frère ou ma sœur. La honte d'avoir un prénom vietnamien que personne ne voulait ou n'arrivait à prononcer. La honte d'avoir oublié ma langue maternelle pour m'intégrer. La honte de ne pas avoir de direction dans la vie. Euh, la honte, quoi. J'ai vécu une relation de plusieurs années avec une personne qui me détestait. Le dénigrement et l'invalidation étaient permanentes. Ma manière de marcher, ma manière de respirer la nuit, mes amis aussi, ma manière de pratiquer mon instrument quand j'étais pas épuisé pendant mes coupures, jusqu'à la manière de m'habiller ou ce que j'aimais faire dans la vie, ce que j'aimais écouter, la manière de décorer mon appartement, de l'aménager, que seule une personne dépressive pouvait aménager de cette manière, selon elle. En fait, dans son entourage, j'étais une anomalie. Ma manière d'aimer en silence, en disant par l'acte et le service, comme le faisaient mes parents, c'était quelque chose d'inconcevable pour elle. Cette personne m'a fait du chantage à la thérapie. Elle me disait qu'elle attendait de moi que j'apprenne à poser des limites. Et comme de mon côté, je n'arrivais pas à m'affirmer et à défendre mon espace, elle pratiquait une inversion de la responsabilité. Elle poussait intentionnellement pour voir jusqu'où elle pouvait aller. J'ai été le réceptacle d'un deuil non fait et d'une haine héritée. Et j'ai fini par réaliser que je n'étais qu'un figurant dans son propre film. Elle me considérait comme défectueux et avait besoin de me mettre une case pour mieux me contrôler et m'a fait donc du chantage émotionnel pour aller consulter un spécialiste du TDAH et de l'autisme. Dans la culture vietnamienne et asiatique par extension, l'affection n'est pas un spectacle et ne se consomme pas par le discours. Elle se construit par l'acte. Cuire le riz, partager un repas, servir à boire. Entretenir le foyer en silence. En fait, mon corps ne m'a jamais autant fait mal et souffrir que pendant cette période. Je dormais pas en fait, j'avais constamment les nerfs en feu et je sentais bien que mon corps me hurlait de partir, mais moi, avec mon cerveau d'addict, je me croyais vu, je me croyais compris, je pensais qu'on prenait soin de moi. Du coup, j'ai courbé les chines et j'ai enduré, voilà. Et en fait, je me mentais à moi-même parce que voilà, j'ai jamais autant picolé et pris de drogue de ma vie que pendant cette période. En fait, je mentais pas qu'à moi-même, hein, je mentais à tout le monde, je me cachais, je minimisais, je racontais des histoires, je faisais des euphémismes. Je ne raconte pas ça comme une attaque contre cette personne, ni pour me soustraire à ma responsabilité, mais jusqu'à récemment, cette honte, je n'ai jamais su la regarder en face et admettre son existence et son poids sur ma vie. Aujourd'hui, j'applique la même rigueur à ma construction physique qu'à mon travail de thérapie. Externaliser la charge de mon système nerveux pour l'observer sur un support externe, ne plus la subir, la décompter et comprendre mes leviers. Focus du microcycle, technique du low bar squat,
avec différentes variantes ciblées comme le zombie squat, le pin squat. J'ai joué avec largeur de stance, ouverture de hanche et porter une ceinture sur mes top 7 pour mieux ressentir mon gainage et le moment où mon bassin part en butt wink. En archivant mes séances et en les analysant techniquement, mes défaillances sont des données techniques et non des failles morales. Ma souffrance devient localisée et fertile. Le sport n'est plus une fuite en avant qui anesthésie par la fatigue, mais une connexion avec mon corps qui transforme cette souffrance et cette honte en fierté technique. Mon corps n'est plus un objet à mater ou réparer, mais un sujet à habiter pleinement. Ma programmation n'est plus une obsession pour éviter de penser, mais un cadre sécurisé pour ressentir mes émotions, mon corps et solder mon passif neurologique. D'ailleurs, que ça soit en street lifting ou en powerlifting, je suis très loin d'avoir un bon niveau selon les standards de compétition. Mais pour moi, ajouter des kilos à mes barres, chercher la précision du mouvement, c'est un cap, pas une autre manière de me défoncer et de transformer mon corps en une variable mathématique pour ne rien ressentir. C'est pour moi une forme de méditation qui me force à une certaine forme d'honnêteté radicale. Et ma programmation, c'est un laboratoire qui me permet d'observer mes émotions avec détachement, sans être submergé. Le but n'est pas de romantiser mon passé, me soustraire à ma responsabilité, préparer le terrain pour vendre des bouquins ou une méthode miracle, des programmes, des compléments alimentaires. Je refuse tout misérabilisme marchand. Je ne fais que documenter un travail de fond. Le mouvement, quant à lui, il me connecte au réel. Lorsque je m'entraîne, je ne suis plus dans mon passé. Je suis dans mes pieds, mes hanches, mon dos, ma respiration, j'habite mes muscles. Et je me découvre une capacité à être connecté au présent, à mon entourage, mes proches, ma famille. Feuille, viens. C'est bien, ben oui.